Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo amateur contre-titrée. Aujourd'hui je vais vous montrer deux parties, mais pas une seule, deux parties jouées contre le même adversaire, le grand maître Cyril Marcelin, grand maître français. Alors lors de la première partie, en fait c'était le début en top 12 avec le club de THF Saint-Quentin. On affrontait le club de Bischwiller, très gros club d'Alsace, qui vise en fait le titre chaque année quasiment. Alors nous connaissions les appariements des équipes à l'avance, en fait on les connaissait depuis 3 mois, et donc j'ai préparé cette partie pendant 3 mois. Et oui, en fait il y avait de fortes chances que pour cette première ronde, l'équipe de Pichwiller ne prendrait aucun risque et mettrait ses meilleurs joueurs. J'avais donc accentué ma préparation sur Cyril Marcelin, qui avait souvent les noirs avec le club de Bischwiller. Et il jouait assez loin dans cette équipe composée en fait essentiellement de gros élos. Alors Cyril est un grand maître français, il vit en Autriche avec sa femme et ses enfants. Et il travaille dans l'engrais bio. Il est devenu en fait mon coéquipier au THF de Saint-Quentin depuis. Je vous raconterai plus tard une petite anecdote en fait sur sa venue, peut-être à la fin de cette première partie. Donc j'avais préparé des mois en fait cette partie et quelle ne fut ma surprise en fait lorsque après mon premier coup après mon premier coup E4 j'avais préparé pendant des mois la suite suivante en fait parce que Cyril jouait souvent ceci, il jouait souvent D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, E5. Donc voilà, ça c'était ma préparation d'ouverture depuis des mois. Bien sûr, cela allait beaucoup plus loin, mais je vais garder cette préparation pour peut-être d'autres parties et ne pas vous divulguer ce que j'avais préparé à l'époque. Et donc lorsque j'ai joué E4, Cyril m'a joué D5. Alors, déjà, c'est pas évident quand votre adversaire en fait ne joue pas le coup de votre préparation. Il faut bien sûr essayer de rester concentré, de ne pas se commencer à stresser, à se dire qu'en fait on a travaillé des mois pour rien. En fait, un jour ça resservira. Faut se dire ça. Alors là, en plus, quand Cyril m'a joué la Scandinave, en fait j'avais beaucoup travaillé la Scandinave cette année-là. Et j'avais 100% de victoire contre cette ouverture cette année-là. Et j'avais même battu le maître international Pittel en moins de 20 coups. Donc c'était une première grosse surprise, mais finalement j'étais pas déçu de ce choix. Car comme je vous le disais, en fait, avec mes 100% de victoire contre cette ouverture cette année-là, j'avais bon espoir. Donc j'ai joué E prend D5, Cyril a fait Dame prend D5, j'ai joué cavalier C3. En fait, on attaque la dame tout en se développant. Et ici, Cyril m'a choisi une variante à la mode ces derniers temps, Dame D6. En fait, la dame peut faire les mêmes choses qu'en A5, en fait, à part le clouage du cavalier C3. Mais en fait, elle contrôle les cases D4 et E5. Et avec une tour en D8, elle va mettre souvent une grosse pression, par exemple, sur un pion en D4. Donc c'est une variante assez intéressante. Donc j'ai quand même joué D4. Cyril a joué cavalier F6. J'ai joué cavalier F3. Et ici, je m'attendais à la grande ligne qui est à base d'A6, ou des fois de C6. Et ici, Cyril m'a joué un coup que j'avais jamais rencontré, même peut-être jamais vu. C'est G6. Alors G6,
toujours avec l'idée de mettre la pression sur D4, pardon, via le fou G7. Ici, ne connaissant pas trop le coup G6, comme je vous le disais dans ces variantes, même si je percevais l'idée d'attaque sur D4, hein, je voulais pas entrer dans ce qui me semblait être de la théorie, c'est-à-dire jouer quand même cavalier B5. Je pensais que le grand maître, Cyril, devait en connaître bien plus que moi. Et j'ai donc opté en fait pour une ligne solide avec fou E2. Fou E2, parfois simplement déjà pour éviter les clouages désagréables via fou G4, qui mettrait la pression sur mon cavalier qui défend D4, mais aussi en fait pour préparer le petit roc. Je dis souvent à mes élèves, on développe en priorité, le côté où l'on va roquer. Ici, il a donc joué fou G7, petit roc. Et ici, il fallait donc commencer à trouver des idées. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée pour mon fou C1, même si j'aurais envie de le mettre en F4. Hein. Je pense que c'est une idée intéressante. Bien sûr, pour l'instant, je peux pas le mettre en F4, puisqu'il y a la dame. Donc, il fallait que je chasse cette dame. Et je voyais aussi que mon cavalier C3, en fait, avait peu d'action. Donc j'ai décidé de jouer cavalier B5. Je commence à titiller la dame noire, lui poser des questions. Mais j'avais surtout envie de recycler ce cavalier. Donc vous allez le voir par la suite, hein, je vais essayer de lui trouver une meilleure place. Donc les noirs ont joué dame B6, qui est normal, en fait ils gardent la pression sur D4. Et ici j'ai joué A4 pour protéger mon cavalier, mais aussi pour gagner un peu d'espace à l'aile dame. Vous le verrez plus tard, finalement, ce coup va être quand même intéressant, ce coup à 4, dans peut-être la fin de la partie. Ici, Cyril a décidé donc de chasser mon cavalier en jouant C6. Et j'ai joué cavalier A3, car je veux sûrement essayer d'aller en C4, voire parfois en C2. Cyril a joué dame C7. J'ai donc consolidé mon pion D4 en jouant C3. Et en ne dévoilant pas encore où j'allais aller avec mon cavalier. Est-ce que je veux aller en C4, E5? Est-ce que je veux aller en C2, E3? Cyril a donc continué son développement en jouant cavalier D7. Et puis j'ai choisi de jouer cavalier C4. Alors ici, Cyril a joué cavalier D5. Alors c'est vrai que ce coup a l'air sympa parce qu'en fait le cavalier occupe une bonne case centrale qui pour l'instant ne peut pas être chassée par des pions. Mais finalement le cavalier D5 il a pas trop d'avenir. Donc bon je le voyais quand même venir avec ses grands sabots en F4. Et donc j'ai joué tour E1 pour préparer parfois en fait une case de fuite pour le fou. Mais aussi essayer d'activer la tour sur cette colonne semi-ouverte. Alors ici, c'est encore un moment un peu décisif. Je pensais que les noirs essaieraient de jouer C5 pour essayer justement d'attaquer le pion D4 et de se donner un peu d'air. Mais ici, Cyril a choisi B6. Alors, je trouve que c'est un coup quand même un peu passif quand même parce que les noirs ils manquent d'air. Leur position, c'est vrai, elle est encore souple. Mais ici, les pièces noires, elles n'ont pas vraiment beaucoup d'activité. Pas beaucoup d'harmonie aussi, en fait, elles ne travaillent pas vraiment ensemble. Il n'y a pas trop de corrélation entre les pièces. Alors c'était un peu bizarre, mais peut-être que mes coups n'ont pas vraiment donné d'idée à Cyril, qui se dit bon, il fait pas grand-chose, je vais attendre qu'il commette une erreur peut-être.
Alors j'ai ici moi joué cavalier E5, mais peut-être fou G5 était intéressant, avec toujours en fait des idées de recyclage de pièces, c'est-à-dire essayer d'aller en G3 pour activer mon fou sur une meilleure case, parce que là en C1 il ne faisait pas grand-chose. Alors finalement j'ai opté pour cavalier E5, et ici Cyril m'a pris en E5, j'ai repris en E5, et il a joué C5. Alors les noirs en fait démarrent les hostilités, ils attaquent le centre, et ils préparent la diagonale pour leur fou B7. Donc tout de suite j'ai essayé de contrer cette diagonale en jouant fou F3 et fou B7. Alors ici j'avais un petit problème quand même dans cette position. C'est que je n'aimais pas trop que les noirs puissent prendre en D4 et me créer un pion isolé au centre. Comme vous le verrez sûrement dans la deuxième partie, je préfère jouer souvent contre le pion isolé qu'avec le pion isolé. Même si maintenant, 6 ans après cette partie, pardon, mon avis a changé et j'aime jouer des deux côtés finalement. Alors ici, j'ai joué un coup que je dirais douteux maintenant quand je le revois. En fait, j'ai joué fou prend D5. C'est une mauvaise décision. En fait, il n'y avait pas d'urgence. Et comme je le dis, en fait, cet échange, je le dis souvent en fait à mes élèves, même Mehdi me répète toujours une célèbre phrase, il dit que le coach dit que l'échange doit avoir une valeur. Et ici, en fait, cet échange n'a pas de valeur pour les blancs. Alors attention, je n'ai pas joué ce coup au hasard, j'avais quand même vu une suite forcée, mais était-elle valable? C'est ce que l'on va voir en fait dans un instant. On ne va pas dévoiler la fin du film. Donc il a joué fou prend D5, et j'ai joué D prend C5. Donc attaquant quand même le fou D5 sans protection. Et ici, j'avais pas vu une suite intéressante pour les noirs, donc peut-être que finalement ce coup fou prend D5 était simplement une erreur, un mauvais coup. Puisqu'en fait ici, après tour D8, il fallait faire attention quand même, parce qu'il y a beaucoup de menaces, il y a des découvertes, il y a des pièces en prise. Vous voyez par exemple, ici le fou parfois peut aller en G2, il y a aussi le cavalier D4, cavalier E5 en l'air. Donc attaquer deux fois, il fallait faire attention. Bon, finalement, en regardant un petit peu, je me suis rendu compte qu'après C prend B6, A prend B6 et Dame E2, finalement, cette position n'est pas si claire. Alors les noirs, ils ont la paire de fous, mais les blancs, ils ont une meilleure structure de pion, donc il reste à chacun à valoriser ses forces et à démontrer que ses forces sont meilleures que celles de l'adversaire. Et donc ici sur D prend C5, le grand maître a choisi fou prend E5. J'ai donc récupéré ma pièce en D5. Et ici, Cyril a pris une décision assez surprenante. Alors peut-être se disait-il que déjà dans cette position, s'il ne pouvait pas reprendre en C5, donc c'était embêtant, puisqu'il y a toujours le fou E5 en l'air. Et il a choisi de jouer fou prend H2. Mais peut-être encore une fois, il a précipité les choses. Peut-être dû à mon élo, en fait, simplement. Hein. Il aurait pu jouer tour FD8. Et sur Dame E4, maintenant, reprendre en C5 avec le pion. Et ici, bien sûr, je peux pas prendre le fou en E5. Parce que si je prenais le fou en E5, je subirais à la fin un terrible mat du couloir. Donc ici, c'était une position incertaine. Peut-être qu'il aurait dû choisir ce coup. Et là, en fait, donc je reviens sur Dame prend D5. Il a joué un coup assez bizarre. Il a joué fou prend H2 échec. Alors c'est vrai que ça paraît naturel de prendre ce pion sur échec.
Mais finalement, en fait, les noirs vont devoir bouger ce fou une deuxième fois. Et donc, ils vont me permettre un tempo important. Et vous allez voir, je vais bien utiliser ce tempo. Donc ici, j'ai joué roi F1. Donc maintenant, vous voyez, le fou, il a quand même quelques problèmes parce que des fois, il a la menace G3 et le fou serait enfermé. Donc Cyril a choisi de le sortir immédiatement en F4, qui était la seule case. Donc je l'ai échangé. Et j'ai joué Dame E4, opposant l'échange de dames, pensant en fait avoir une meilleure finale de tour. Et je voulais aussi pousser le grand maître à prendre des risques. Souvent c'est un peu le cas quand il y a une telle différence Elo. Vous voyez ici il y a plus de 250 points. Eh bien le grand maître doit prendre des risques contre le joueur moins fort. Et ici, comme en plus on n'est qu'au 22e coup et que les positions de ses coéquipiers ne sont pas si claires, il doit jouer et essayer de gagner. Alors ici, peut-être qu'il aurait quand même dû échanger les dames. Et je vais vous montrer donc cette variante. Et en fait, on serait arrivé dans une finale de tour comme celle-ci. Alors avec tour B8, menaçant le pion B2, tour à B1. Et C4, et je pense que c'est vraiment difficile de dire ici qui est mieux. Même si j'ai une préférence pour ma position, parce qu'avec la tour sur la 7ème rangée, je pose quand même toujours des questions au noir. Alors ici, sur Dame E4, il a joué Dame H2. Et je pense qu'il a zappé un coup. En fait, il a zappé un fort coup, je pense, ici. Alors n'hésitez pas de temps en temps à appuyer sur le bouton pause pour vous mettre à ma place et chercher ce coup. Et puis lorsque vous avez trouvé, vous appuyez bien sûr sur lecture et vous pouvez voir la suite. Donc n'hésitez pas dans toutes les parties à appuyer de temps en temps sur le bouton pause. Et donc ici, j'ai joué C6. Sûrement le coup zappé par les noirs en fait. Maintenant le pion passé, le pion C6 devient très fort. Il n'est plus qu'à 2 cases de promotion. Alors ici, Cyril il a encore choisi une décision importante. Peut-être qu'il aurait dû essayer de répéter la position et de se rendre compte que la nulle était peut-être salutaire pour les noirs. C'est-à-dire d'essayer de jouer Dame H1, Roi E2, Dame H5, Roi F1, Dame H1 de répéter, de pousser les blancs à jouer. Et sur Roi F2, Dame H5, peut-être en fait j'aurais pu opter pour F3, évitant les échecs. Mais après B5, c'est encore quand même assez compliqué, je trouve, pour les blancs de valoriser leur avantage. Certes, ils sont mieux, mais il va falloir encore le prouver. Alors peut-être que Cyril aurait dû opter pour cette solution. Mais ici, sur C6, il a choisi encore un coup peut-être naturel, tour C8, essayant bien sûr de très vite peut-être de revenir avec la dame en C7 et d'attaquer ce pion C6. Mais tout de suite, j'ai joué un bon coup. Alors n'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez. Et donc ici, j'ai joué B4. En fait, je veux soutenir mon pion passé. Je veux jouer B5. C'est ma force, ce pion C6. Alors je vais essayer de le conserver, de le protéger et ensuite de l'avancer. Donc ici, Cyril a joué A6. Et ici, il m'est venu une idée intéressante. Bien sûr, peut-être que j'aurais pu jouer B5 immédiatement. Mais j'ai décidé de jouer C4, permettant en fait de jouer B5 et de reprendre avec le pion C. Et comme ça, ensuite, mon pion A pourra essayer d'enlever le pion B6 et de me créer finalement
deux pions liés, passés, ce qui serait encore plus fort. Donc les noirs, voyant ça, ils essaient de créer un peu la zizanie. Ils jouent B5. Donc j'ai pris une fois en B5. Il a repris en B5. Et ici, il fallait faire attention, bien sûr, si jamais j'avais des fois des envies de prendre en B5, mais en fait, il y aurait le Dame H5, pardon, excusez-moi, le Dame H1 échec, et sur Roi E2, Dame H5, et les noirs vont aller manger B5, et C6 va être en difficulté, ou B4, donc il fallait faire attention quand même. Donc heureusement, j'avais vu ce coup, alors pas toujours évident de voir en plus les attaques latérales. Et donc sur A prend B5, j'ai décidé de jouer A5, me créant un deuxième pion passé. Sur ce coup, finalement, Cyril a décidé de jouer tour D8. Alors parfois, on ne sait jamais, mais il pourrait s'infiltrer sur la deuxième rangée et menacer, par exemple, un mat ici. Mais j'ai tout de suite stoppé les velléités noires et j'ai joué tour à D1. Et les noirs abandonnent. Les pions passés en fait sont trop forts. Le pion A5 est trop fort, le pion C6 est trop fort. Alors une sacrée partie. J'étais très content en fait de commencer ce top 12 avec une première victoire. Malheureusement ensuite j'ai enchaîné 7 ou 8 défaites d'affilée avec de nombreuses bonnes positions. Je me souviens de parties par exemple contre Maxime Lagarde où je suis à un moment à plus 6 ou plus 7 dans la partie et j'arrive à la perdre. D'autres parties où j'avais des nuls, etc. Alors c'est un dur souvenir ce top 12, mais en fait ces erreurs m'ont permis de progresser et de prendre de l'expérience face à tous ces joueurs titrés. Bon voilà pour la première partie, donc j'avais battu Cyril Marcelin. Et dans mes souvenirs, en fait, l'année suivante, on était en contact avec Cyril pour qu'il rejoigne Saint-Quentin. Donc voilà la petite anecdote, en fait, quand j'ai eu Cyril au téléphone, on discutait de sa venue à Saint-Quentin, et là, en fait, je lui ai dit, mais Cyril, tu peux pas venir à Saint-Quentin, c'est pas possible. Et là, en fait, Cyril, il s'interroge, il me dit, mais pourquoi, John, il y a un problème? Je dis, bah oui, en fait, si tu viens à Saint-Quentin, quel grand maître je vais battre maintenant, puisque tu seras dans notre équipe? Alors, on a bien rigolé, et finalement, on a très vite sympathisé. Alors, Cyril est vraiment un véritable ami, vraiment quelqu'un de génial, avec qui on peut discuter, échanger sur des dizaines de sujets. Il a une culture incroyable. Moi, j'adore les discussions lointaines dans la nuit qui nous permettent en fait de s'évader un peu des échecs. Mais j'aime vraiment ce garçon, il a un style de vie que j'adore. Et c'est un grand passionné d'échecs et c'est toujours un super moment de le retrouver en top 12. J'espère que j'aurai l'occasion d'aller le voir en Autriche et de pouvoir échanger avec tous les deux notre petite famille. Voilà, bon message pour Cyril. Alors, je vais passer à la deuxième partie. Alors, pour la deuxième partie, alors excusez-moi, je fais en direct, hein. Donc, pour cette deuxième partie, j'avais les pièces noires. Et c'était lors de l'Open de Capelle-la-Grande en 2001. Alors, je sais pas si Cyril était déjà grand maître, mais il était classé 2424. Donc bon, je vais aller un peu plus vite dans cette deuxième partie, hein. C'était juste pour vous montrer que j'avais joué deux fois Cyril. Donc il a joué D4, j'ai joué D5, C4, C6. Donc je jouais la slave, assez solide, hein. Ici Cyril a joué cavalier C3.
et j'ai joué E5. Alors en fait E5 c'est un intéressant gambit Winawer, en fait il a été joué il y a plus de 100 ans. Et c'est redevenu très en vogue dans les années 90. La principale raison de ce coup dans l'actualité est le fait que cette variante fut jouée dans une partie de Kasparov contre Nikolic et Amani en 1992. Et donc, souvent quand les très forts joueurs comme Kasparov ou maintenant Carlsen jouent certaines ouvertures, en fait elles sont reprises par des milliers d'amateurs parce qu'ils se disent que de toute façon jouer l'ouverture du meilleur joueur du monde, ça ne peut être que bon. Alors ici, bien sûr, il y avait des complications après les échanges, mais Cyril a choisi, dans son style habituel, je veux dire, de jouer solide. Donc il a joué au 3, et moi j'ai pris en C4, avec l'idée en fait d'arriver dans une position avec l'isolaini, le pion isolé au centre. Donc fou C4, E prend D4, E prend D4. Et en fait, nous voici dans une position en fait avec le pion isolé. Alors les plans, je peux vous les répéter dans ce genre de position. Alors en fait, les blancs vont essayer d'utiliser les colonnes adjacentes du pion pour leur tour. Il y a beaucoup de lignes ouvertes, donc en fait, ils vont essayer d'utiliser ces lignes pour attaquer notre roi. Vous voyez, les diagonales des fous, elles sont très ouvertes. Il y a beaucoup de cases, beaucoup d'activités pour les pièces blanches. Souvent même un avant-poste en E5, vous voyez le cavalier va venir ici en F3, puis peut-être en E5. Les blancs vont roquer, ils vont sûrement amener la tour en E1, jouer sur la colonne, l'autre tour elle va sûrement arriver en C1. Des fois elles peuvent passer par C3, coulisser sur la troisième rangée. La tour E1 elle peut aussi coulisser en E3. Donc souvent l'objectif pour les blancs c'est d'essayer de monter une attaque sur le roi. S'ils n'y arrivent pas, en fait ils ont souvent une autre possibilité, c'est d'essayer de pousser ce pion en dessin, comme le disait un célèbre joueur, Garry Kasparov. Et s'ils arrivent à reprendre avec une pièce, il disait que cela signifie que les blancs contrôlent mieux le centre que l'adversaire. Les plans pour les noirs. Alors, pardon, il y a des flèches qui se mettent. Je vais essayer de... Ah bah, c'est le coup que viennent de jouer, pardon. Non, une bêtise sûrement. Bon, je sais pas pourquoi cette flèche est là, mais c'est pas grave. Donc, ici, les plans des noirs. Alors, les plans des noirs, en fait, le premier plan, c'est des fois d'essayer de bloquer ce pion D4. Donc, essayer de mettre un cavalier bloqueur. Donc, souvent, par exemple, on va jouer cavalier. Alors, pardon, c'est toutes les flèches. Donc, je vais essayer de les enlever. Alors, bon, je ne peux pas les enlever, c'est pas grave. Donc, les noirs, ils veulent essayer de jouer cavalier F6. Bon, décidément, ça ne va pas. Qui veulent jouer cavalier F6, peut-être jouer cavalier D7, cavalier B6, cavalier D5, essayer de bloquer ce pion et ensuite de l'attaquer pour le gagner. S'ils n'y arrivent pas, ils vont essayer en fait d'entrer dans des finales de pièces lourdes. Comme ce pion est en fait sur une colonne semi-ouverte, s'ils arrivent sur une finale de pièces lourdes, en fait, ils auront toujours aussi l'attaquant C6 en plus. Donc, ils vont se retrouver souvent à 4 attaquants contre 3 défenseurs ou 3 contre 2. Et souvent avec un attaquant de plus. Donc, si les noirs arrivent dans une finale de pièces lourdes, par exemple, ça peut être difficile pour les blancs. Donc, les blancs ont aussi intérêt, si possible, s'ils doivent échanger des pièces, ils doivent échanger plutôt les pièces lourdes et entrer plutôt dans des finales de pièces mineures. Bon voilà, j'espère que j'ai été clair pour vous, donc on va continuer. Donc sur E prend D4, j'ai joué cavalier F6, bien sûr je me développe, cavalier F3, fou E7 pour éviter parfois les échecs sur la colonne E quand les blancs vont roquer, petit roc,
petit roc. Et ici, bon, normalement, le coup le plus joué, d'habitude, c'est cavalier E5. En fait, ce cavalier, il a un excellent avant-poste, hein. Vous voyez, en E5, excellent avant-poste. Il ne peut pas être chassé par des pions pour le moment, donc il met une pression sur F7 aussi. Donc, cavalier E5, c'est un coup intéressant. Et là, Cyril m'a joué un coup déjà qui semble peut-être un peu bizarre. C'est H3. Alors H3 a ses raisons en fait, hein. Déjà, ça empêche le fou d'aller en G4 et de clouer le cavalier qui défendait D4. Mais c'est quand même une perte de temps importante parce que dans ce genre de position, les noirs arrivent très vite en général à sortir leurs pièces. Et vous le savez sûrement, mais quand on joue l'activité et le dynamisme avec les blancs, il faut toujours être rapide dans l'attaque parce que sinon, en fait, l'activité c'est quelque chose d'éphémère qui peut disparaître rapidement. Si les noirs arrivent à se développer et à bien placer leurs pièces, ben, finalement l'attaque blanche sera néant. Donc j'ai joué cavalier D7, fou B3, donc qui devance bien sûr le cavalier B6, mais j'ai joué cavalier B6 quand même. Donc cavalier E5, finalement il vient à l'avant-poste. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, finalement si le cavalier va en E5, il n'y avait pas de réelle raison de jouer H3. Alors ici j'ai joué cavalier B D5. Peut-être que cavalier FD5 c'est un peu mieux. Alors il a joué dame F3, donc bien sûr il met la pression sur D5. Parfois bah, les blancs pourraient tout échanger en D5 et finalement on aurait un pion isolé de chaque côté. Donc j'ai joué fou E6 pour consolider le cavalier en D5. Et Cyril a joué fou G5. Bon, finalement, si on s'arrête ici, puisqu'en fait c'est quasiment la fin de l'ouverture et l'entrée en milieu de partie, finalement bah, les noirs n'ont pas vraiment de temps de retard, ils ont bien placé leurs pièces, vous voyez, toutes mes pièces sont assez bien coordonnées. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'attaque sur mon roi, il est bien protégé. Et les blancs ne peuvent pas jouer D5. Donc je pensais déjà ici avoir, je pense, un peu égalisé. Donc j'ai joué cavalier C7 pour essayer d'échanger des pièces mineures. Comme je vous le disais tout à l'heure, les noirs ont envie d'aller dans des finales de pièces lourdes. Et ici, Cyril a joué tour D1. Bien sûr, j'attaquais aussi le pion D4, donc il fallait faire attention pour les blancs de ne pas concéder quand même le pion D4. Donc j'ai opté pour fou prend B3 pour créer déjà des pions doublés et isolés. Ce qui veut dire ici quand même qu'à un moment peut-être je pourrais cibler ces pions. Donc maintenant les blancs ont plusieurs faiblesses, ils ont D4 aussi. Ça fait quand même beaucoup de faiblesses. J'ai aussi éliminé le fou de case blanche qui est souvent un fort fou d'attaque. Et j'ai donc essayé de continuer mon plan, de jouer cavalier D5. Donc toujours pour essayer d'échanger des pièces, les pièces mineures. Donc il a joué fou F4, et j'ai pris en F4, dame prend F4. Donc ici, bon, les deux fous blancs ont disparu, ça fait quand même deux gros attaquants en moins. Bon, ici, j'aurais peut-être dû opter pour jouer cavalier D5 directement et bloquer le pion isolé. J'ai finalement opté pour fou D6, avec l'idée que je pouvais continuer peut-être les échanges de pièces, parce qu'il me semblait que ces deux faiblesses en B2 et B3 seraient quand même très difficiles à protéger. Donc ici, bon, j'ai une menace aussi directe quand même qui est de jouer F6, puisque le cavalier est cloué. Donc là, Cyril se décloue, et j'ai donc joué fou pro E5, D pro E5, et dame E7. Alors peut-être ici, j'avais un coup plus intéressant, peut-être de jouer dame G5.
La dame elle a l'air plus active en G5. Et j'attaque aussi E5. Et donc l'idée c'est que sur par exemple tour F1, j'aurais pu jouer tour D8, essayer d'échanger les pièces. Tour D1, cavalier E6. Et là en fait ma position est vraiment solide, je bloque bien les pièces blanches. Bon, finalement j'ai opté pour dame E7. Cyril a joué dame E3. Donc dame E3 quand même très intéressant, puisque des fois il lord sur A7, on sait jamais, hein. Et il a des idées aussi de pousser F4. Donc j'ai commencé par défendre le pion A7 en jouant A6. Alors j'ai joué A6 et non pas B6, alors pour une raison simple, c'est que souvent dans les finales de tour, il est préférable de mettre ses pions en forme de V, en V comme celui-ci. En fait, l'idée c'est que si vous avez une tour en D7, pour défendre le pion B7, en fait cette tour elle sera active aussi bien latéralement que verticalement. Alors si vous aviez par exemple le pion en B6 ici, hein, en fait on préférait avoir le pion en C7, mais on aurait un autre V. En fait vous voyez on aurait un V comme celui-ci, hein, je vous montre. Et ici, ce genre de V, de structure de pion en V comme ça, il est plutôt préférable de l'utiliser dans les finales de pion. Parce que si votre adversaire arrive à s'infiltrer avec son roi, il va devoir manger A7 et C7 pour manger B6. Donc vous voyez, ça c'est un petit conseil. Donc dans les finales de tour, on va essayer de mettre ces pions en forme de V. Donc Cyril a joué F4, j'ai joué tour D8. Il a joué dame B6, qui est quand même un coup assez fort, puisqu'il menace B7. Et des fois, en fait, il empêche mon cavalier de bouger, parce que il attaque D8. Donc j'ai joué cavalier E6. Alors cavalier E6 avec plusieurs idées. Bon, déjà, moi, je lorne personnellement des fois sur F4, hein, si la tour F1 s'en va. Et j'ai aussi parfois une grosse menace, c'est d'échanger les dames en C5. Et si jamais les dames disparaissent, la position blanche sera plus difficile. Donc ici, il a échangé une tour, j'ai pris la tour, et donc, voyant que j'allais jouer dame C5, il a joué cavalier E4. Et ici, j'ai trouvé un très fort coup, donc comme je vous le répétais dans la première partie, n'hésitez pas de temps en temps à faire pause, si je vais un peu trop vite. Alors aussi, pour que vous ayez, vous, le temps de réfléchir à votre niveau. Prenez le temps qu'il vous faut pour essayer de trouver les coups. C'est pas une question de rapidité. Le but, c'est vraiment de trouver le coup juste. Donc, prenez vraiment votre temps. Et donc ici, j'ai opté, donc je vous laisse faire pause sinon, hein. J'ai opté pour le coup tour D4. Alors un coup très intéressant parce qu'en fait, ça met la pression sur le cavalier. Mais ça attaque aussi indirectement le pion F4 au rayon X. Et donc ici, il a joué cavalier D6. Et là, peut-être que, comme j'étais assez pressé par le temps, puisque j'avais quand même beaucoup réfléchi dans cette partie, alors c'est souvent aussi de ce que je vous dis lorsque vous affrontez un joueur titré, souvent vous avez un déficit de temps, puisque le joueur titré joue plus vite les ouvertures, il récite plus que nous. Comme ils ont l'habitude de jouer 200 parties par an, c'est plus facile pour eux de retenir les variantes que pour nous qui n'en jouons que 30 ou 40. Donc souvent on a ce déficit de temps et ce déficit de temps en fait nous oblige parfois à prendre des décisions un peu trop hâtives par manque de temps en fait tout simplement. Et ici bon, j'ai joué tour pro F4 qui me paraissait le plus simple, mais cavalier pro F4 était aussi intéressant avec l'idée sur dame prend B7 d'échanger les dames et de jouer cavalier B3. Et là en fait comme j'attaque plusieurs pions, les blancs vont être en grande difficulté, ils vont devoir sûrement concéder un pion. Et ils ont beaucoup de faiblesses aussi, donc bon, peut-être un coup qui m'aurait permis d'avoir un avantage un peu plus grand. Bon, j'ai joué tour pro F4 qui quand même
gagner le pion F4, tour pour F4, cavalier prend F4. Et bien sûr ici Cyril n'a pas joué dame prend B7 parce que il voulait justement garder les dames pour mettre la pression au temps. Et il a donc choisi cavalier pour B7. Et là, je me suis dit attention parce que des fois il y a des menaces sur la huitième rangée. Il faut faire attention. Des fois il y a des menaces de mat du couloir. Donc j'ai joué H5. Alors H5 pourquoi? Parce que des fois je peux aussi jouer H4 et créer moi-même des réseaux de maths. Et ici, Cyril a finalement opté pour jouer Dame D8, d'échanger les dames. Et on bascule donc dans une finale de cavalier. Alors là, il y avait un célèbre grand maître que vous connaissez sûrement puisque j'ai parlé de lui dans une de mes parties, qui disait, donc c'est Jean-Marc Degrave, qui disait qu'en fait, souvent dans les finales de cavalier sont souvent gagnantes quand la finale de pion est gagnante. Donc ici, il faut essayer d'imaginer que se passerait-il si les cavaliers s'échangeaient. Ben, en fait, la finale de pion serait sûrement à l'avantage des noirs. Donc je dois sûrement être mieux dans cette finale, mais il faut encore la gagner, surtout avec le manque de temps. Donc ici j'ai joué C5, tout simplement pour protéger mon pion rapidement. L'enlever de la prise, pardon. Il a joué Roi F2. J'ai joué D3 échec. Roi E3. Et j'ai pris le pion E5. Alors j'ai pris E5 plutôt que B2 bien sûr, parce que B2 va rester faible. Donc j'ai joué cavalier pour E5. Donc j'ai gagné un pion. Et ici, Cyril, il a joué cavalier B7 et il m'a proposé nul. Alors avec 1 minute à la pendule pour jouer encore 8 coups, j'ai accepté la proposition de mon adversaire car j'avais vraiment pas le temps d'analyser la position et de calculer cette position quand même qui restait encore très difficile parce que vous voyez le roi blanc, il est quand même très actif. Donc finalement j'ai accepté parce que ça me permettait de faire un excellent tournoi de Capelle et une belle nulle avec les noirs contre un joueur titré. Alors par contre, bon je peux vous montrer, si j'avais continué, j'aurais dû jouer cavalier D7 et sur roi E4, G5, commençant en fait à préparer les poussées à l'aile roi pour essayer de me créer un pion cassé. Et sur roi D5, G4, prise en G4, H pour G4. Et là, en fait, il faut faire attention pour les blancs que F5, F4 ne va pas trop vite. Donc c'était pas encore évident ici cette position. Bon, une bonne nulle. Donc pour le moment, 2 parties contre Cyril. 1,5 point sur 2 pour le capitaine Jean-Jean. Donc Cyril, va falloir que qu'on joue la 3e partie bientôt pour que tu reviennes au score. Bon, je te chambre un petit peu, j'en profite. C'est quand même assez rare que je puisse chambrer un grand maître qui a un score négatif contre moi. Bon, blague à part, j'espère que tu vas bien, j'espère que ces parties vous ont plu. Je vous dis à très bientôt pour bien sûr une partie amateur contre titré numéro 8. J'espère que cela vous plaît toujours autant, que vous apprenez beaucoup et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bonne lecture, ne zappez pas. Essayez de liker, de mettre des commentaires, d'échanger, de partager. Ces parties sont faites pour ça. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.